Bonjour à tous, nous sommes mardi 5 mai. Alors je vous montre le drive pour regarder, vous montrer que dans le répertoire des comptes maintenant on en a 4. Donc se sont ajoutés Éloi et Samuel. Voilà, et puis dans les leçons, je vous ai mis le chapitre 1 que nous travaillons aujourd'hui. Donc c'est vrai que la semaine dernière j'avais eu des oublis, j'avais oublié de faire glisser des documents, donc ben là, vous allez le trouver en avance parce que forcément, je l'ai mis au moment où je fais la vidéo, soit quelques heures avant l'heure où vous la regardez. Donc, si vous voyez des choses de temps en temps dans le drive qu'on n'a pas encore regardé ensemble, c'est ça. C'est juste que pour éviter de faire comme la semaine dernière et d'oublier, bon, bah là, cette fois-ci, ça apparaîtra un petit peu en avance. Alors, de toute façon, on va d'abord aller faire un petit tour dans le livre, page 198. Voilà, à la page qui a pour titre, comme vous le voyez, la versification. Donc, pour étudier des poèmes, il faut donc qu'on étudie les règles d'écriture. Vous voyez, on vous dit ça ici, là, qu'on appelle la versification, pour qu'on puisse déjà avoir un stock de vocabulaire commun, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors, si je regarde la page dans son ensemble, vous voyez, on vous parle du vers, après des rimes, et c'est à peu près tout. Donc, dans mon cours, on va avoir quelque chose d'un tout petit peu plus complet, mais je vous propose de regarder ça d'abord. Donc, le vers, vous le savez, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est comme cela qu'on appelle la ligne de poésie. Donc, je vous remontre un exemple. Voilà, par exemple, ici, ceci est un vers. Voilà, une ligne de poésie du gauche de la page à la droite, de la gauche de la page à la droite de la page, et ça ne va donc pas jusqu'au bout. Donc, voilà le vers. Alors, on vous dit que on peut compter les syllabes d'un vers. Vous voyez, le décompte des syllabes. Alors, j'appelle l'unité qui forme le vers, on va dire, on peut appeler ça une syllabe, mais on appellera ça aussi un pied. Parce que vous allez voir que la syllabe de poésie, ça n'est pas exactement ce qu'on appelle une syllabe d'habitude. D'accord? Donc on appelle ça un pied de poésie ou une syllabe. J'emploierai les deux mots indifféremment. Donc la syllabe est un ensemble de lettres qui se prononcent d'une seule émission de voix, on va dire d'un seul coup. Amour, deux syllabes, amour, ça va pour tout le monde. Mais donc vous allez voir que ça se complique un petit peu. Donc pour compter les syllabes, on les sépare graphiquement, c'est-à-dire à la main, par un tiret. Voilà, on a l'habitude de mettre des petits tirets, ou on appelle ça des slash aussi, entre les syllabes pour bien montrer où elles se terminent. Donc A, petit, bruit, et peu, A, peu, 8 syllabes. Alors ça se corse avec ce qu'on appelle le E muet. Donc le E muet, en réalité, ça n'est pas vraiment un E muet, on devrait dire un E léger, c'est-à-dire qu'on le prononce quand même. Je vous montre ce qu'on pourrait appeler véritablement un E muet. Vous voyez par exemple le E à pluie ici. Bah, lui, il est vraiment muet, hein, on ne le prononce pas du tout. Donc en poésie, on ne s'occupe pas de ce qui ne se prononce pas. Ce qui ne se prononce pas, ça n'existe pas. Pour une fois, c'est pratique. On va donc se préoccuper des E qui se prononcent, mais qui doivent se prononcer de façon assez légère. Et donc, bizarrement, ce sont ces E-là qu'on appelle les E muets. Donc, je vais vous les montrer ici. Feuille à feuille, la pluie éveille. Donc, vous voyez ces E entre parenthèses, ici après feuille, et puis veille, c'est ceux-là qu'on appelle les E muets, parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas dire feuille, à feuille, la pluie éveille, parce que ce serait horrible. Donc on a décidé que quand le E à la fin du mot était suivi d'une voyelle, on allait ne pas le prononcer. Donc on a bien une syllabe qui fait feu et une deuxième syllabe qui fait feuille. Et non pas feuille A. D'accord? Feuille A. Parce que nous, dans la vraie vie, on ne dirait pas feuille à feuille. Voilà, ce serait vraiment, comme je disais, en poésie terrible, surtout que, comme vous l'avez vu hier avec mes lectures, la poésie, c'est toute une histoire de sonorité. Donc, on va quand même essayer de rendre cela joli. Donc, je vais scander comme ça, avec ma main. Feuille à feuille, la pluie éveille. Donc de la même façon, veille, on va le prononcer en une seule syllabe.
C'est pour ça que je vous parlerai de pied, un seul pied de poésie, parce que comme vous le voyez, ce qu'on vous apprend comme étant des syllabes en classe, par exemple, je ne sais pas, de CP, on va vous dire que le mot éveil est formé de 3 syllabes, éveille. Hein, donc là, on considère que veille, c'est une seule syllabe poétique. C'est pour ça que je préfère appeler ça un pied, parce que pour moi, c'est pas tout à fait une syllabe quand même. Alors, vous avez remarqué que feuille, celui-ci, compte comme une syllabe. Eh bien, pourquoi alors? Parce que feuille à feuille, c'est exactement la même chose. Eh bien, la différence, c'est que le deuxième feuille est suivi d'une consonne. La, pluie, elle. Donc, la règle dit que quand le E est suivi d'une voyelle, on ne le prononce pas. Quand le E est à la fin du vers, on ne le prononce pas. C'est ces E-là qu'on va appeler légers, ils flottent, ils disparaissent. En revanche, le E qui est suivi d'une consonne, lui, on doit le prononcer. Alors, pas quand même avec des gros sabots. C'est-à-dire qu'on va lire quelque chose comme feuille à feuille, la pluie éveille. Vous voyez, on a entendu feuille à feuille, la pluie. Mais j'ai quand même pas dit feuille à feuille, la pluie éveille. Voilà, tout est une histoire de dosage. Donc, quand on sait cette histoire de E muet, c'est-à-dire du E qui de temps en temps s'agglomère avec le son suivant, feuille à, ou bien celui qui libre, éveille, flotte à la fin du vers, quand on a compris que ces E-là donc ne comptaient pas, et qu'en revanche, feuille, la pluie, celui-ci doit compter un pied, on sait compter les vers. Ça n'est pas plus compliqué que cette petite histoire de E. Donc quand on sait compter les vers, on peut à ce moment-là leur donner leur nom. Donc un vers qui comporte 8 pieds ou syllabes est appelé octosyllabe, parce que octo c'est 8 en grec. Un vers qui comporte 12 pieds est appelé alexandrin, en hommage en réalité à Alexandre le Grand. Donc, on va scander le premier. La croisée est ouvert-il pleut. Ça fait bien 8. Vous voyez qu'on ne va pas compter celui-ci, ouvert-il. Et alors encore moins celui de croisé et eux qui n'existe même pas, comme je vous disais, celui-là il ne se prononcera jamais, jamais, jamais de toute façon. Ça c'est la prononciation classique du français. Un vers de 12 syllabes, on va le scander aussi. Comme vous voyez, il n'y a rien de difficile dans ce vers, si ce n'est le E final, pleine, qu'il faut laisser flotter. Mi, di, roi, des, été, épandu sur la plaine. Et ça fait 12. Autre chose très importante, pour bien lire la poésie, on doit faire les liaisons. Donc sur le jardin fraises et dormant. Et puis, alors le rythme à l'intérieur du vers, je laisse tomber ça, ça me paraît être un petit peu compliqué ou un petit peu trop précis. Je ne vais pas vous donner non plus une trop grosse somme d'informations aujourd'hui. Ensuite, il y a quelque chose de très important, bien sûr, ce sont les rimes. Donc les rimes, vous savez ce que c'est, je pense, c'est un écho sonore, donc le même son, à la fin du vers. Si on trouve des sons qui se répètent à l'intérieur du vers, là, il n'y en a pas d'exemple, mais on va en trouver, ça ne s'appellera pas rime. Rime, c'est uniquement si on a le même son à la fin d'un vers. Donc voilà, là vous avez le quatrain complet. La croisée est ouverte, il pleut, comme minutieusement, à petit bruit et peu à peu, sur le jardin frais et dormant. Donc ici on a pleut et peu qui riment, minutieusement et dormant. Et selon la disposition de ces rimes, on leur donne des noms. Donc quand on a une alternance comme ça, E en, on la schématise en disant A, B, A, B. Et donc on appelle ce schéma de rimes les rimes croisées. Voilà, vous les avez ici à la fin. Croisées parce qu'elles se croisent. E en, A, B, A, B. Voilà. Donc voilà pour cette leçon qui est donc page 198. Je tenais à vous la présenter parce que je sais que vous avez tous vos livres. Pour ceux qui donc ont un bon accès au Drive ou qui ne sont pas dérangés par travailler sur écran, ma leçon est un petit peu plus complète. Donc, définition, voire page 207, c'est ce que nous avons lu hier, vous vous souvenez. Donc, il existe de la poésie en vers, depuis le 19e siècle même de la poésie en prose. Donc, je vous rappelle bien ce que c'est, le texte et les paragraphes sont normaux, comme dans un conte. On reconnaît la poésie en lisant, donc parce qu'on constate
qu'elle est à la recherche des émotions, hein, pas forcément des histoires détaillées. Et évidemment par la mise en page aussi, mais donc on l'a vu au XXe siècle, ça n'est plus si vrai que ça. Et puis, on reconnaît la poésie aussi parce qu'il y a forcément une musicalité. Donc des répétitions de sons, justement, des rythmes, etc. Sur l'art de la poésie, donc je vous renvoie à ces deux pages, 207 et 198 du manuel. Donc, on n'a pas nommé une chose, c'est l'ensemble des vers qu'on appelle donc la strophe. C'est la même chose en poésie. Alors, je vous montre le petit recueil. Vous voyez la strophe, on voit que c'est un petit paquet de vers parce qu'il y a un blanc ici, voilà. Il y a un blanc entre les strophes. Donc ici, on a une strophe de 4 vers, une strophe ici de 3 vers et une strophe ici de 5 vers. Ensuite, ici, on n'a pas de strophe du tout. Vous voyez, c'est un long, hop là, une longue suite de vers. Ici, c'est la même chose. Voilà. Ici, on n'a que des strophes de 4 vers. Vous voyez, sont joints par 4 à chaque fois avec un blanc entre les deux. Donc voilà, vous avez une bonne idée de ce que c'est qu'une strophe. Ici, on a 4 vers, puis 3, puis 3. Voilà, là on a des successions de vers et là aussi. Donc une strophe, c'est un ensemble de vers et on les sépare donc par une ligne qu'on saute. Si on a une strophe de 3 vers, alors on appelle ça un tercet. Ter en latin c'est 3. Si on a une strophe de 4 vers, on appelle ça un quatrain. Alors ensuite, j'ai pas tout mis, hein, strophe de 10 vers, 10 uns. Donc si vous avez 6 vers, on dit 6 uns, 8 vers, on dit 8 uns, 10 vers, 10 uns, 12 vers, 12 uns. Voilà, on peut nommer comme ça toutes les strophes, mais là je vous ai mis celles qu'on rencontre le plus souvent, tercet, quatrain, 10 uns. Ensuite, selon le nombre de strophes qu'on met et comment on les agence, le poème complet porte un nom. Par exemple, quand on a une succession de vers sans discontinuer, ça peut être une ode. Une ballade, au contraire, il y aura des quatrains partout avec des refrains qui vont revenir. Un sonnet, c'est 2 quatrains et 2 tercets. Donc on en a un exemple justement, on vient d'en voir un. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas là. Je vous donne le tournis à... Alors, je vais... Voilà, il est là. Ça, c'est un sonnet, vous voyez, 2 quatrains suivi de 2 tercets. Hop là. Voilà, donc suivant l'agencement des strophes, on donne des noms à des poèmes. C'est pas, je vous en ai cité quelques-uns pour que vous ayez déjà ces noms-là en tête, mais ça n'est pas la peine, bien entendu, d'apprendre tout ça par cœur. Alors, la méthode pour compter les vers, donc c'est ce qu'on vient de voir, mais je vous ai mis une répétition ici. Donc, en poésie, on découpe le vers en syllabes. Moi, je préfère vous donner le terme technique correct qu'on appelle des pieds. Donc, un pied, c'est comme une syllabe, sauf quand il y a un E muet. Le E qui nous embête un petit peu, il faut savoir si on le compte ou si on ne le compte pas. Donc, là, j'ai mis exactement les mêmes exemples que dans le livre, avec une autre façon de coder ça, mais en gros, vous allez retrouver exactement la même chose. Je vous ai mis le E qu'on ne prononce pas en rouge. Alors là, vous avez vu aussi, comme minutieusement, on est forcé de dire sieusement, même si ça fait bizarre, parce que sinon on n'aurait que 7 pieds, justement. Donc ça, c'est une petite astuce. On peut, de temps en temps, comme ça, quand on a deux voyelles côte à côte, IE, décider de les compter en une fois, minutieux, ou en deux fois, minutieusement, si on a besoin de rajouter un pied. Donc, petite astuce pour les poètes. Alors ensuite, voilà le nom des vers. Donc, dans votre livre, on ne nomme que les octosyllabes et les alexandrins, mais on peut avoir des vers de de 6 pieds, qui s'appellent hexasyllabes, ou encore de 10 pieds qui s'appellent décasyllabes. Et encore une fois, hexa, octo, déca, ce sont donc 6, 8 et 10 en grec. Donc ici, je vous mets d'autres vers en exemple. Le poète est passé, le ruisseau qui hésite, ça fait 12, c'est donc un alexandrin. On voit à l'œil nu que l'autre est beaucoup plus court, devient fleuve royal, 6 pieds, hexasyllabe. Je vais vous enlever tous ces petits zigouigouis rouges là, j'ai pas fait attention quand je les ai mis, mais c'est vraiment désagréable à regarder. Hop. Ah, c'est quand même mieux comme ça.
Voilà. La disposition des rimes. Donc là, je vous ai mis des exemples de tout parce que votre livre ne parlait que des rimes croisées. Alors déjà, les rimes suivies, donc ça c'est facile à retenir. Si elle s'appelle suivie, c'est parce que ça se suit. Donc presse, vitesse, rimant, jugement. D'accord? S, S, en. Donc A, B, B. Les rimes croisées, c'est un autre exemple, mais pour la même chose. Argile, monument, profil, aimant. Donc on a il, en. Donc AB, AB. Et puis enfin ici, peut-être la plus courante et la plus jolie aussi, manteau, pluie, broderie, beau. Donc O, I, O. On appelle ça les rimes embrassées. Non pas embrasser au sens de faire un baiser, mais embrasser au sens de prendre dans ses bras. Vous voyez, la rime A prend dans ses bras la rime B qui est au milieu. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est embrassée. Il y en a une qui entoure l'autre. La A entoure la B. Voilà, ça c'est pour vous aider à bien comprendre le mot embrasser et à bien le retenir. Alors, la qualité des rimes, il faut que vous sachiez, c'est pas encore le moment de l'apprendre en sixième, mais les rimes, on dit qu'elles sont pauvres, riches ou suffisantes, enfin, pauvres, suffisantes ou riches, si je fais dans le bon ordre, selon le nombre de sons qui riment. Par exemple, O, I, ce sont des rimes qu'on appellera pauvres parce qu'il y a un seul son qui rime, le son O ou le son I. Mais si je fais rimer pleine avec haleine, j'ai trois sons qui riment. Écoutez bien, pleine, haleine, j'ai le son L, le son est et le son n. D'accord? C'est le son len qui rime, qu'on voit là. Hein. Hop. Et puis ici. Donc ça fait trois sons qui riment, c'est ça qu'on appelle une rime riche. Donc inutile de vous tracasser avec ça, mais c'est juste bon de savoir qu'on peut, quand on fait des rimes, on peut être très fort en rime et faire des rimes à trois sons qui riment, ou être pas très fort encore et faire des rimes à deux sons. Bien entendu, les poètes, même les plus chevronnés, ne font pas des rimes à trois sons, des rimes riches continuellement dans le poème. Hein. Ce serait quand même vraiment très difficile. Et une chose encore, à savoir donc le langage imagé, les figures de style. Dans la poésie, on trouve beaucoup d'images. C'est vraiment quelque chose de très important pour déclencher les émotions dont on parlait. Et donc les images, ça va avec les comparaisons, les métaphores, les personnifications, c'est-à-dire attribuer des caractéristiques humaines à quelque chose qui n'est pas humain. On va avoir donc une poésie sur le temps qui a abandonné son manteau, laissé son manteau. Bien, le temps n'a pas de manteau, donc voilà, le temps est personnifié. Et puis, on a déjà travaillé ensemble aussi sur les champs lexicaux. Les champs lexicaux, ce sont des ensembles de mots qui tournent autour d'une même idée. Donc, toujours dans ce poème que nous allons étudier, on verra que la nature est très présente. Donc, on pourra parler d'un champ lexical de la nature. Donc, les champs lexicaux, c'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup en poésie. Voilà, donc pour demain, il faut que vous digériez un petit peu toutes ces informations, donc être capable de savoir ce que c'est qu'une strophe, de connaître ces trois noms de strophes ici, être capable avoir compris à peu près comment on compte les pieds. Ensuite, on va s'entraîner ensemble dans le poème qu'on va étudier. Et puis avoir compris ce que c'est qu'un alexandrin, 12 pieds, un décasyllabe, 10 pieds. Et vous devez apprendre, ça là, il n'y a pas d'autre choix, apprendre par cœur comment on appelle les rimes qui sont disposées comme ceci, ou bien comme celle-ci, ou bien encore comme celle-ci. Voilà. Euh, donc, on a à peu près tout dit. Alors, pour demain, pardon, je dis demain, mais c'est jeudi. Pour jeudi, excusez-moi, donc cette leçon à apprendre. Et pour jeudi, je vous donne aussi une petite chose. Page, alors, c'est 106, qu'est-ce que j'ai noté? Non, 108. 108, 109. Donc, c'est toujours du vocabulaire. Voilà. On va travailler sur les niveaux de langue. Alors, les niveaux de langue, je pense que vous vous souvenez tout à fait ce que c'est. En poésie, c'est vraiment crucial d'être dans le bon niveau de langue. Donc, on a un niveau de langue courant, donc c'est le langage de la vie quotidienne. Un niveau de langue soutenu, c'est le langage littéraire avec des mots plus rares. Et puis le niveau familier, qui est le langage oral, souvent incorrect. Alors, on va voir que pas toujours, puisque langage oral, on peut parler tout à fait bien, mais c'est déjà du langage familier, ne serait-ce que parce que on mange nos mots, on dit je vais partir au lieu de je vais partir, on dit j'en veux pas au lieu de je n'en veux pas, etc. Donc forcément, ça apparaîtra comme quelque chose d'incorrect à l'écrit.
Autre petit, cours ici, donc le niveau familier justement employé à l'oral, voilà ce que je vous disais souvent, on oublie les négations. Le sujet est soit supprimé, faut qu'il aille en cours au lieu de il faut qu'il aille en cours, ou bien alors on le redouble, Paul il vient, alors qu'on devrait écrire Paul vient. Les phrases interrogatives sont mal construites. Tu viens pas? Les mots abrégés, voilà, le petit-déj, c'est mon repas préféré. Donc voilà, tout ça, c'est du langage familier. Et vous voyez que si c'est incorrect, ça n'est en aucun cas du langage grossier. On aurait encore un quatrième niveau de langage en dessous, qui serait carrément, en dessous du familier, qui serait carrément le langage vulgaire ou grossier, qui est encore, on va dire, une autre catégorie. Donc, pour jeudi, je vous demande de faire tous les exercices qui sont dans cette double page et donc nous les corrigerons ensemble. Voilà, et bien vous avez plein de travail, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.